Bonsoir, c'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux, Madame, Messieurs. Rendez-vous de votre magazine Info 7. Merci à vous tous pour votre fidélité et nous sommes là pour vous informer et décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par l'affaire Jean-Marc Kabounda qui n'a pas de lui-même quitté le parti au pouvoir. Il est chassé de ce parti. Et nous recevons sur ce plateau un membre du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lui, c'est M. Francis Chibalabala à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame les journalistes. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus dans ce magazine Info 7. Je crois que le plaisir est partagé parce que je l'ai dit la fois passée que chaque fois que vous m'inviterez, je ferai acte de présence. Comme vous le savez, l'actualité est tellement riche en événements et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons être sur des plateaux de télévision pour apporter certaines lumières. Et surtout que le torchon brûle de votre côté au sein de votre parti. Non, je crois qu'il y a déjà des problèmes résolus, hein, et vraiment résolus. Maintenant, là, nous sommes en train de penser à autre chose, à l'organisation de notre parti politique, à se préparer pour les élections qui se pointent déjà à l'horizon, parce que dans 10 ans, nous irons aux élections. Donc c'est une passe déjà tournée. Nous sommes déjà en 2022, donc en 2023. Effet, donc dans une année pratiquement, voilà. Donc dans une année et quelques mois, nous irons aux élections. Et voilà que les feuilletons Kabounda appartient maintenant au passé. Et quel est votre regard sur la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo? Bon, je crois que il faudra toujours faire le parallèle entre la situation que nous avons héritée. Je parle du pouvoir IDPS, je parle du président de la République, et celle que nous connaissons actuellement. Je crois que logiquement, s'il faudra établir un parallèle, je crois qu'il y a une avancée très notable, il y a une amélioration des conditions justement sociales de nos compatriotes. Je prends seulement le volet, par exemple, enseignement, avec la gratuité de l'enseignement, bien qu'elle n'a pas été bien comprise à l'époque. On avait même inséré, je crois, 7e et 8e. Il y a même aussi l'école maternelle, alors qu'en réalité, la gratuité ne concernait pas ces classes-là, et c'était fait à dessein justement pour mettre en difficulté la politique du président de la République. Nous abordons un autre aspect, l'aspect transport en commun. On a vu des bus, plus de 400 bus qui sont venus, les bus des étudiants, etc. On a réfectionné l'université de Kinshasa et bien d'autres établissements d'enseignement supérieur. On a réfectionné des hôpitaux dans des camps militaires, même des écoles qui ont été réfectionnées pour permettre aux enfants de militaires d'accéder aussi à l'éducation. Il y a les 2 usines de la Régie des eaux qui sont en construction, l'usine de Njili Brasserie et celle qui est vers Ngaliema. Au-delà de ça, il y a aussi le courant, l'électricité dans certains coins du pays qui étaient pratiquement sans courant depuis plusieurs années. L'Issala par exemple, il y a plusieurs coins, même ici à Kinshasa aussi. Et sur le plan même sécuritaire, nous avons constaté que nos forces armées, c'est-à-dire tout ça, ça fait partie du social. Les gens ont toujours tendance à réduire le social au panier de la ménagère, alors que tout ce que nous venons de citer tantôt ici font partie, bien entendu, du social. Ok, vous avez énuméré sur ce plateau quelques projets qui ont été ouverts sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Une année pratiquement qui vous reste, et une année considérée pour plus d'une personne comme une année électorale, parce que les élections selon la Constitution doivent être organisées en 2023. Est-ce que les temps qui restent, vous estimez que ces projets seront achevés? Quel projet? Le projet de... Les différents projets. Non, mais je crois que vous savez... Parce que Tshisekedi avait présenté un programme d'action. En effet, c'est-à-dire que les programmes du président s'est allé sur 10 ans. Sur 10 ans, je crois que nous avions tous suivi lorsqu'il a parlé de son programme. Je crois, si ma mémoire ne me trahit, c'était à Béatrice Hôtel.
et ça s'est allé sur 10 ans. Et le président a déjà commencé à réaliser quelques projets ou quelques promesses des campagnes, bien entendu. Et ce n'est pas en 5 ans qu'il va répondre aux desiderata de nos compatriotes. C'est pas en 5 ans qu'il va parfaire justement la réalisation de toutes ces promesses des campagnes ou son programme à l'époque. Voilà, donc il a déjà commencé et d'ici 2023, il va certainement arriver quelque part. Je venais d'énumérer quelques réalisations du président, donc les bilans. Qui ne se font pas sentir dans... bilans. Au sein de la population congolaise. C'est par mauvaise foi que les gens refusent de reconnaître. Je prends un exemple simple. Allez-y. Moi, j'ai un frère qui est d'ailleurs de la Mouka. Il a pratiquement 6 enfants qui étudient à Don Bosco, c'est à Massina. Et chaque année, il dépensait plus ou moins 2000 et quelques dollars. Ça, il me l'a dit lui-même. C'était une confession. 2200, 2300 dollars. Mais il y a 2 ans que ses enfants ont étudié sans payer un seul centime. Votre frère de la Mouka? Non, c'est un frère, mais il est dans la Mouka. Il est de la Mouka. Un frère, c'est-à-dire c'est un ami. C'est un ami mais qui est de la Mouka, bien entendu, mais qui m'a fait cette révélation-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens, cet argent-là, qui servait au paiement de frais scolaires de ses enfants, il avait orienté à autre chose, à d'autres projets, plus rentables même, vous comprenez, qui ont fait assez qu'ils soient encore plus stables qu'avant. Donc, il y a 2 familles aujourd'hui qui ont bénéficié justement des réalisations du président, même si on ne veut pas les reconnaître solennellement, mais c'est une réalité, c'est du vécu. Vous estimez à combien de pourcentage les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi? 3 ans, c'était le 24 janvier qu'il avait prêté serment, donc il a 3 ans. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a la Covid qui s'est invitée, et c'est une pandémie qui a pratiquement paralysé toutes les économies du monde, avec des confinements, etc. Tout ça, même au niveau de la ville. Ce sont des excuses que vous trouvez non, déjà auprès du peuple congolais? Ce ne sont pas des excuses. Vous savez, c'est pendant le règne du président que les fonctionnaires, je parle des enseignants, ils ont vu leur salaire être pratiquement triplé. Pendant les règnes du président. Pratiquement. Pratiquement triplé. Voilà, ils sont partis de 145 000 à plus de 350 000. Entre-temps, il y a une autre catégorie des enseignants est pratiquement frustrée. Et pendant que le président est en fonction, nous avons tous assisté à la gratuité. Nous assistons à la gratuité de l'enseignement. Pendant que le président est en fonction, nous voyons comment il est en train de mobiliser nos troupes. Il est en train de financer, de mettre à la disposition de nos militaires le moyen, les arsenaux de guerre, etc. pour venir à bout de la rébellion qui sévit à l'est de notre pays. Nous voyons comment, pendant que le président avait pris ses fonctions, comment notre pays, les balais diplomatiques que nous avons assistés nous-mêmes, nous avons vu comment notre pays a repris sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, nous nous respectons, nous avons repris nos sièges dans des organismes internationaux, dans des organisations internationales, des sièges qu'on avait perdus par défaut de paiement des cotisations. Aujourd'hui, notre pays est tellement attrayant et tout le monde est en train de parler de la RDC. Ça aussi, il y a un prix à payer et voilà que le président a gagné ce pari. Au-delà de ça, il y a des projets... Et combien de pourcentage de réalisation de Félix Antoine Tshisekedi? Non, je crois qu'en 3 ans, on peut, personnellement, si je dois être sincère, il a déjà réalisé 55% de ses promesses des campagnes. Madame, Monsieur, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Les conditions de réussite et de durabilité de la gratuité de l'enseignement primaire, l'avenir de l'éducation et la transformation du système éducatif congolais, voilà 2 questions mises à profit par les participants à la Journée internationale de l'éducation ayant abouti à ces recommandations. Les participants recommandent également la mise en place de certaines actions urgentes, notamment la mise en place d'un système éducatif qui utilise des approches mixtes, enseignement-apprentissage à distance et enseignement-apprentissage présentiel. Par le thème « Changer les caps et transformer l'éducation », l'organisateur l'UNESCO a voulu rappeler les inégalités flagrantes qui caractérisent le monde actuel et l'impact dévastateur de la Covid-19. L'UNESCO voudrait inviter tous les acteurs du monde de l'éducation et au-delà
à se mobiliser pour mettre en œuvre les conditions de réussite de la politique de gratuité de l'enseignement primaire et préparer surtout la transformation du secteur. Au-delà des recommandations formulées par les participants, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, revient sur la stratégie sectorielle de 2016-2025 où l'essentiel est la qualité de l'enseignement. Tous les problèmes qui touchent à notre système éducatif ont été passés en revue, des propositions, des réformes dans tous les sous-secteurs, parce qu'aujourd'hui chez nous l'éducation constitue un paquet, à proposer des réformes concrètes, parce qu'il est passé en revue notre système éducatif. Et je crois que même nos partenaires nous accompagnent à mettre en œuvre ces réformes. Rappelons que la célébration de la Journée internationale de l'éducation a été instituée par les Nations Unies depuis 2019. Le projet Breakthrough Action, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, organise ce lundi 31 janvier 2022 à partir de 9h précises en la salle de conférence Africana Palace au numéro 172, coin des avenues Kikwit et des Huileries, quartier Lingwala, une conférence axée sur la dissémination des résultats de l'enquête comportementale relative au paludisme. Cette conférence, préparée en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP et l'Université Johns Hopkins, à travers son centre des programmes de communication CPC, permet d'expliquer, discuter les résultats de cette enquête comportementale pour leur utilisation dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Sont attendus à cette conférence des spécialistes de santé, des chercheurs, professeurs des universités, des acteurs de la société civile, des représentants des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, ainsi que les journalistes. Francis Chibalabala, vous vous vantez l'UDPS de la réussite de la gratuité de l'enseignement des bases. Mais quelle est la qualité de cette gratuité en République démocratique du Congo? Je crois que moi je suis le pur produit de nos écoles, bien entendu, des écoles de Kinshasa par exemple. Je crois que je suis pas en deçà de la moyenne, hein, s'il faut qu'on me colle une note par rapport à ma manière de réfléchir, par rapport à la qualité du travail que j'abats personnellement. L'enseignement de notre pays a atteint un niveau où nous sommes partis d'un enseignement de qualité et on a commencé à dégringoler depuis un certain moment. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des diplômés d'État qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, par exemple. Mais ils sont diplômés. Ils sont diplômés d'État. Il y a même des universitaires qui ne savent pas bien écrire correctement. Mais à l'époque, si on vous appelle universitaire, c'est-à-dire que... Surtout ressortissants de la RDC, c'était une valeur. En effet, c'était des gens intelligents. C'est-à-dire, même dans le quartier, on disait que Viona Ramae les Makassi. Donc, quelqu'un de très intelligent. Parce qu'il a suivi un cursus normal, l'enseignement était de qualité. Et vous savez, moi je crois qu'il faut toujours motiver d'abord les corps enseignants. Parce que ce sont des enseignants qui nous transmettent la matière. Du moment qu'ils ne sont pas dans des conditions optimales, ils ne vont pas les faire avec leur cœur. C'est vrai que c'est ce qu'ils ont choisi de faire comme travail, mais ils doivent aussi être mis dans de très bonnes conditions pour éviter naturellement... Et entre-temps, vous sacrifiez toute une génération. Non, ce n'est pas nous, vous comprenez. Je viens de vous faire les tableaux ici par rapport au paiement des enseignants. C'est-à-dire les présidents de la République considèrent que les Congo, pour qu'ils se développent, pour qu'ils atteignent un niveau d'un État émergent, il faudra investir dans l'enseignement, investir dans l'homme, dans la formation de citoyens congolais, la formation des Congolais. Voilà pourquoi la première mesure, c'était d'abord décréter la gratuité de l'enseignement. Mais deuxième, la qualité. Attendez, j'en arrive. Deuxième mesure, améliorer les conditions de travail des enseignants, en commençant par les salaires des enseignants, bien entendu. Troisième mesure, c'est maintenant essayer de bonifier notre enseignement qui était déjà
en dégringolade depuis très longtemps, le ramener au niveau d'antan. C'est-à-dire où on retrouve des enseignants de qualité et même les leçons qui sont administrées sont des leçons qui s'adaptent avec l'évolution de choses. Il y a des matières bien entendu qui sont en déphasage avec l'évolution du monde, l'évolution de la planète. C'est-à-dire tout ça c'est un processus. Donc le président est en train de remettre la formation, de remettre l'enseignement sur les rails. Entre-temps, les jours passent, les temps passent. Non, mais les processus étaient déjà enclenchés. Non, mais écoutez, le fait d'améliorer les conditions des enseignants, c'est pour qu'ils soient mis dans des conditions optimales pour bien exercer, pour bien enseigner nos enfants. La qualité aussi. La qualité, la question que se pose plusieurs Congolais. Non, la qualité de l'enseignement, nous n'allons pas dire que des enseignants d'aujourd'hui sont moins intelligents ou n'ont pas la capacité de transmettre la matière aux enfants que les enseignements d'hier. Ce sont les mêmes personnes qui ont suivi la même formation, bien entendu, mais il y a aussi l'aspect motivation. Nous avons tous suivi dans les écoles catholiques, par exemple, les enseignants qui donnaient pratiquement pas les cours aux enfants, sous prétexte qu'ils ne sont pas très bien payés, etc. C'est-à-dire, les années passent, nous allons clôturer l'année, un enfant qui n'a pas suivi la matière comme il se devait, c'est naturel qu'il y ait des insuffisances par rapport au programme de la classe. Cet enfant va quand même passer de classe. Non, mais écoutez, ça c'est l'occasion pour nous aussi d'interpeller les enseignants. Tous savons que depuis plusieurs années, ils ont toujours été marginalisés, mais il y a au moins un président qui est très attentif, qui est tout oui au désidérata Là c'est bien, mais à quand cette bonne qualité de l'enseignement, parce que nous parlons. Non, mais il y a des formations, nous avons suivi le ministre. D'abord, c'est aussi ça. Non, il y a des séminaires qui sont en train d'être organisés. La qualité dépend pas forcément de l'enseignant, parce que l'enseignant a un niveau, dépend aussi du programme, dépend des outils pour permettre à l'enseignant de bonifier justement ses enseignements, dépend un peu de beaucoup de réalités. Nous venons de suivre le ministre, moi je l'ai suivi plus d'une fois, d'ailleurs c'est son cheval de bataille, il est en train de mettre tout en œuvre, organiser des séminaires de formation pour qu'il y ait un enseignant de qualité et un élève de qualité. Depuis qu'il est arrivé, c'est le même discours qu'il a, enseignant de qualité, élève de qualité, mais bon, malheureusement la situation perdure. Et non, il y a la situation. La plupart des personnes crient toujours à cette mauvaise qualité de l'enseignement depuis que l'UDP il n'y a pas que la gratuité. Écoutez, nous devons. Moi, je vous ai dit que même à l'université, la responsabilité. Il y a même certains. Je vous ai parlé même des universitaires. Il y a même des universitaires qui ne savent pas écrire, qui ne parlent pas correctement. Il fallait arrêter cette hémorragie. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec nous. Oui, mais il fallait arrêter cette hémorragie. Quelqu'un qui est à l'université depuis 3-4 ans n'a pas bénéficié justement de l'enseignement lui administré pendant que le président est en fonction. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tantôt ici, notre enseignement bat de l'aile depuis en tout cas plus d'une décennie, et le président est là pour repenser justement cet enseignement-là. Il est là pour faire en sorte qu'il soit bonifié. Et pour qu'il soit bonifié, il faudra que l'enseignant soit mis dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Il faudra que l'enseignant soit mis dans des bonnes conditions de travail. Là, je parle du traitement, des conditions de travail. Ça veut dire avoir des outils, avoir des livres, avoir de matériel didactique qui vont naturellement lui permettre d'administrer un enseignement qui soit adapté à l'évolution de notre société, à l'évolution du monde. Gratuité de l'enseignement des bases, depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est là, n'est-ce pas une décision politique? Non, ce n'est pas une décision politique, parce que c'est consigné dans notre constitution de 2006. Mais ça a été prise je crois que, à la hâte. Non, la constitution là a été soumise au référendum. Vous et moi avions voté pour la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, le président Kabila n'était pas d'avis que cette gratuité soit mise à exécution. C'est grâce au président de la République. Ce n'est pas un acte politique et ce n'est pas une décision politique qu'il a
prise comme ça. Non, c'est consigné dans la Constitution. Et le président, en tant que respectueux de nos textes, il a voulu bien entendu faire appliquer la Constitution. Voilà que c'est vrai que c'était difficile. Au début, personne ne lui accordait les bénéfices du doute. Et même pendant que nous étions en pleine gratuité, nous avons vu qu'il y a eu des pesanteurs. Il y a eu des gens qui avaient la mission de faire en sorte que ça ne puisse pas marcher. Donc maintenant que les présidents étaient déterminés par rapport à la gratuité, nous voyons que les choses commencent maintenant à se dessiner clairement. Il y a eu même des catholiques qui n'étaient pas d'accord, etc. Il y a eu vraiment des contraintes et ces contraintes sont levées. Et là, maintenant, nous évoluons bonnement. Les experts de la petite enfance, certains estiment qu'il est temps pour la RDC de revoir un peu cette disposition légale, compris dans notre constitution. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la gratuité devrait commencer par l'école maternelle, qui est la base même de l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bon, je crois que c'est leur droit le plus légitime. Nous avons des enfants qui n'ont pas commencé l'école à partir de l'école maternelle, mais qui sont brillants, qui sont très intelligents. Nous sommes passés par là, bien entendu, mais nous avons des frères, nous avons des amis qui n'avaient jamais fait l'école maternelle, mais qui sont peut-être plus intelligents que nous autres. Donc il n'y a pas que l'école maternelle. Je crois que l'enseignement de base, même à partir de la première année primaire jusqu'en 6e, parce que déjà en 6e, quelqu'un qui a suivi une très bonne formation, un très bon cursus, doit être en mesure, un enfant de 6e, ou qui a un certificat d'études primaires, doit être en mesure d'écrire, de lire, de réfléchir déjà, de faire même des dissertations, peut-être des 2-3 lignes par exemple. Vous comprenez? C'est-à-dire, je crois que c'est plus important. S'ils veulent qu'on arrive à la gratuité jusqu'à qu'on élargisse à l'école maternelle, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose, à mon avis, mais ne compliquons pas les choses. Déjà, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des tiraillements entre l'État, les écoles catholiques, les écoles conventionnées, etc. Et c'est vrai que c'est notre souhait à nous tous, mais bonifions d'abord ce qui est acquis, et on verra lorsque les moyens seront disponibles pour que nous puissions aussi intégrer justement l'école maternelle. Madame, Messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé les états généraux de la communication et de la presse. On en parle dans ce dossier. Les médias sont des instruments qui ne peuvent être laissés sans encadrement. Et aujourd'hui, grande est ma joie de voir à travers les thématiques rappelées ici que vous vous êtes engagé à étudier toutes les questions dans leur complexité et lever des options en vue de refonder votre profession. La thématique centrale choisie, à savoir médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable, tombe à point nommé, en ce sens qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les médias connaissent une véritable mutation. En effet, avec la numérisation continue de l'outil d'information et de communication, les médias classiques, radio, télévision, presse écrite, se trouvent devant un choix crucial, pour tout dire existentiel, à savoir disparaître ou s'adapter. Vous devez donc vous réinventer techniquement et déontologiquement pour assainir votre corporation, économiquement pour assurer la viabilité de vos entreprises de presse et technologiquement pour ne pas rater le train de la révolution numérique qui fait déjà de notre vaste monde un village planétaire, comme l'a prophétisé le Canadien Marshall McLuhan. Je ne doute pas un seul instant que vous avez pleinement conscience du danger que représentent les fake news. Car même si les réseaux sociaux nous abreuvent de nouvelles, nous attendons les confirmations de sources authentifiées que vous êtes. Quand certains se bousculent pour faire du buzz, d'autres, en l'occurrence les vrais professionnels des médias, s'attellent à vérifier les informations, à croiser les sources pour mieux éclairer l'opinion. Pour arriver même dans nos villages, là, s'il vous plaît, pour arriver dans des chefferies, tout ça, il n'y a pas de route.
Vous avez déjà emprunté la route pour aller à Djilolo. J'ai des images, Jean-Paul, je vais vous donner. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie d'accès. Vous allez faire ce programme comment? C'est pourquoi je vous dis que c'est au départ. Félix Tshisekedi, je l'avais dit ici et je continue à le dire. Si la situation perdure là-bas telle que... Programme de 145 territoires. C'est déjà un échec pour commencer. Oh. Et même le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'a pas une bonne presse. Là-bas, parce donc, que tout ce qui se fait... ne réussira pas au là-bas. Ça ne réussira pas. Je donne même ma main à couper. Ça ne réussira pas. Parce que même déjà, à l'heure où nous parlons, Félix n'est pas bien coté dans cette province. Tout ce qui est fait. Non, mais on a vu Fifi s'avancer la population qui va même la chercher. Vous êtes journaliste. Il l'accompagne lorsqu'elle quitte sa résidence pour aller au bureau de travail. Jean-Paul, vous êtes journaliste. Oui. Ça s'est fait comme ça. Ou quelqu'un se réveille ce matin et un motard qui doit rouler la moto d'autrui sans pour autant avoir les versements qui doit aller dans une manifestation. Parce que le soir, il doit faire l'aéroport, non? C'est spontané. Mais on a vu les faits. Ouais. On parle sur base de faits que nous avons mon vu. cher, je vous dis, ça ne va pas. N'aura pas vous avez ça, lui. Regardez la caméra. N'aura pas assez de voix au Lualaba si la chose continue comme ça. Parce que plusieurs sont les Lualabais qui aujourd'hui pensent que Félix Tshisekedi occasionne la situation qui est au Lualaba. C'est-à-dire les détournements des fonds, les signatures qui se font dans des bistrots, la réception de l'argent, la chasse aux sorcières, le détournement des fonds, l'affectation des fonds sans base. On pense au Lualaba aujourd'hui que c'est Félix Tshisekedi qui occasionnerait cela. Mais cette province a un gouverneur. Il y a des autorités à partir de Félix Tshisekedi. Il faut voir la chose de plus près. Que le président prenne des mesures. Sinon pas, les 2 ans qui nous restent, si rien n'est fait, Félix ne récoltera pas grand-chose. Parce que la presse pour lui, là-bas, c'est une mauvaise presse. Ça sera fini pour vous. Il est vrai qu'avec son smartphone, n'importe qui est en mesure de filmer un événement, d'en rendre compte, c'est-à-dire de le partager via les différents réseaux sociaux. À partir de cet exploit technologique qui permettent les nouvelles technologies, la tentation, voire l'illusion de s'autoproclamer journaliste est grande. Tout le monde peut donc diffuser Urbi et Orbi, des messages, des images, y compris des scoops à l'intention du grand public. Mais cela ne confère pour autant pas les statuts de journaliste. Car une nouvelle ne devient véritablement information que lorsqu'elle est endossée par un média. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la thématique centrale choisie, à savoir médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable, nous place au cœur de notre action, comme corps devant les enjeux auxquels le pays fait face. Nous voulons donc nous interroger sur ce que nous sommes devenus en ce temps du numérique et ce que peut être notre apport pour relever les défis du développement durable dans un pays présenté comme pays solution. Nous allons jeter un coup d'œil sur la loi sur le statut du journaliste au regard des dérapages constatés dans les chefs de certains journalistes, la faiblesse des structures de régulation et d'autorégulation nous pousse à penser, comme c'est le cas pour les avocats, à créer un ordre de journalistes congolais avec une commission de discipline qui se chargera de gérer les dérapages constatés dans l'exercice du métier. La dépénalisation du délit de presse, j'y reviendrai, et la loi sur l'accès à l'information publique. Des propositions faites vont également dans le sens de la mise en place d'une instance indépendante chargée de veiller à l'application effective de cette loi et coordonner les activités au niveau des institutions publiques pour que toutes les sources soient accessibles. C'est une exigence de la transparence. Francis Chibalabala, vous avez suivi le discours du président de la République, mais lors de la clôture, Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé quelques mots qui nous ont intéressés. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ces mots du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment quand il dit « On doit guérir de la désinformation et casser cette inadéquation entre le dire et les faire ». Francis Chibalabala, vous avez suivi le discours du président de la République, mais lors de la clôture, Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé quelques mots qui nous ont intéressés. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ces mots du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment quand il dit « On doit guérir de la désinformation et casser cette inadéquation entre le dire et les faire ». Bon, je crois que le président de la République, il est resté dans
dans sa logique, hein, il est resté dans ce qu'il avait toujours déclaré, que il va tout faire pour que la presse soit vraiment indépendante. Et comme vous savez, plusieurs fois. En effet, donc je crois que de ces côtés-là, il n'y a pas de raté. Effectivement, notre presse est indépendante. Et vous verrez, vous vous rendrez compte, depuis qu'il est là, il n'y a pas des journalistes qui sont arrêtés, il n'y a pas des journalistes qui sont tués comme du temps de son prédécesseur. À l'Est, on signale quand même des violations de droits de l'homme. Non, je crois que les cas isolés ne peuvent pas manquer, mais le président de la République a frappé du poing sur la table et nos services de sécurité, nos services de renseignement sont déjà ont été interpellés par les présidents par rapport à la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse, c'est pas pratique, ce n'est pas une carte blanche qu'on donne aux journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui profitent justement de leur micro pour régler des comptes à certains compatriotes. Vous donnez parfois des informations qui ne sont pas authentiques, lesquelles peuvent ternir l'image d'une personne, parfois d'un père de famille, ses enfants regardant la télé, voyant que leur père, par exemple, Chevalier de la Plume profite de cette indépendance-là. En effet, certains en abusent pour régler des comptes, pour faire chanter les politiques, bien entendu, et cette manière-là de faire n'est pas professionnelle. Voilà pourquoi non seulement il garantit la liberté de la presse, mais aussi il fait une fixation sur le professionnalisme qui doit caractériser, bien entendu, les professionnels de médias que vous êtes. Dans d'autres pays, les médias sont subventionnés, mais ce n'est pas le cas en RDC. Les journalistes s'attendaient bien qu'avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, certains médias pourraient être subventionnés. Vous êtes au pouvoir. Est-ce que ça viendra? Bon, je crois que ça va venir. Tous savons la situation que nous sommes en train de connaître. Moi, je crois que des analystes objectifs savent que la Covid a paralysé beaucoup de choses. Il y a des projets qui devaient être réalisés avant ou pendant la Covid, n'ont pas pu être réalisés faute de mobilisation de recettes, de moyens, etc. Et c'est une situation qui concerne pratiquement tous les pays du monde. Donc il n'y a pas que la République démocratique du Congo. Il y a des promesses qui ont été faites qui ne sont pas encore tenues par rapport à certains pesanteurs, dont notamment la Covid et d'autres priorités aussi. Parce qu'il y a aussi des priorités par rapport à la presse, par exemple. Nous avons tous besoin que notre pays soit réunifié. Et pour qu'il soit réunifié, il faut débourser beaucoup d'argent, de moyens, en termes de la logistique, etc. Le moyen en termes humains, le militaire, etc. Et leurs conditions de vie, de traitement et tout, pour venir à bout de cette guerre. Parce qu'on ne peut pas, même si la presse est subventionnée, mais cette presse ne saura pas arriver là où il y a des violences, là où il y a la guerre, etc. Parce que elle risque je parle de journalistes, risque de se faire tuer, etc. Donc il y a des priorités, les promesses sont là, mais parfois dans l'ordre de priorité, on prend ce qui est plus prioritaire et on s'y attarde d'abord et puis on va penser à autre chose. Et le président de la République, je pense pas avoir qu'il ait fait une promesse à la presse ou aux professionnels de médias que vous êtes qui va commencer à vous allouer un montant X, mais je crois que cette indépendance-là est aussi fonction des conditions de travail, des conditions de vie de personnel de médias, et je crois qu'il va y penser, et si les moyens sont disponibles, il n'hésitera pas un seul instant, surtout que lui-même est en train d'en faire la promotion, donc la liberté de la presse, et est en train aussi de veiller à ce que les professionnels ne soient pas inquiétés gratuitement comme ce fut le cas à l'époque. Parlez-nous d'abord du projet 145 territoires. Voilà. Vous savez, les développements commencent toujours par la base. Il doit commencer par la base. Le président a réfléchi. J'ai suivi un compatriote dans un média dire que nous qui sommes dans des villes, nous avons l'impression comme si, puisque nous avons des routes sur lesquelles nous circulons, puisque nous avons accès à l'eau, à l'électricité, etc., que ce sont les mêmes conditions qui traversent ceux qui sont à l'arrière-pays.
Or, ce n'est pas, c'est pratiquement deux plateaux. C'est pratiquement le jour et la nuit. Donc, ils n'ont pas de moyens de communication. Donc, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du courant, etc. Gratuité de l'enseignement des bases des enfants. Même la gratuité, il y a des problèmes liés aux infrastructures écolières, etc., hospitalières, même universitaires et tout ça. Donc, c'est pourquoi le président a pensé, pour booster un peu les choses, il faudra que ces projets puissent concerner en une fois ou au même moment les territoires qui composent notre République. 145 territoires, c'est-à-dire dans chaque territoire, il y aura des réalisations, des besoins, nous les connaissons. Il y a des besoins de route, par exemple. Il y a l'accès à l'eau et à l'électricité. Il y a le problème des écoles qu'il faudra construire. Les problèmes des hôpitaux qu'il faudra construire, etc. Tout ça, ça doit partir au même moment pour qu'il n'y ait pas de province qui puisse souffrir encore de ces manques d'infrastructures, de cette manque d'intervention de la part de l'exécutif. Non, les projets, dire qu'il est réaliste ou il ne l'est pas, moi je crois qu'il est réaliste parce que en tant que politique... Vous pensez ainsi parce que vous êtes élu des PES? Pas du tout. En tant que responsable politique, nous n'avons pas pour mission d'être défaitistes. Nous devons être positifs et le fait pour nous d'être positifs doit bien entendu se traduire par une volonté affichée de faire avancer les choses. Le président a une vision. Les bases sont déjà jetées et le président de la République, qui est plus informé que vous et moi, connaît les problèmes que nos compatriotes traversent. Notamment ce que je venais d'énumérer tantôt. Et le président a estimé que pour booster les choses, pour faire avancer les choses dans toute la République, on ne doit plus commencer les réalisations dans des villes. Il faut aller dans des fins fonds de notre République. C'est là que le problème réel se pose. Nous savons tous que même pendant les élections, il n'y a pas, tellement qu'il n'y a pas assez d'écoles, il y a des compatriotes qui traversent des kilomètres et kilomètres pour arriver justement dans des bureaux de vote. Il n'y a pas de voie de moyens de communication, donc ça met nos compatriotes en difficulté. Et même ceux qui sont dans l'agriculture, par exemple, ils ne savent pas évacuer leurs produits parce que des routes à dessertes agricoles font défaut. C'est-à-dire que ce sont des réalités que tous connaissons et les présidents, en tant que c'est lui que nous considérons comme étant les solutionneurs à ces problèmes, a une vision, a arrêté un projet qui va débuter bientôt. Je crois que nous devons être positifs, accompagner les présidents pour le bonheur de notre peuple, plutôt que d'être défaitistes, mettre les bâtons dans le roue pour que ça ne marche pas, parce que c'est notre population qui va continuer à demeurer dans cette situation tant décriée par tous. Francis Balabala, vous avez parlé de ce projet 145 territoires qu'on ne cesse d'entendre matin, midi, soir, du côté des ministres, mais aussi de certains membres de votre parti. Mais nous avons eu dans ce pays le projet 5 chantiers avec l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila Kabange. C'est presque la même chose avec le projet 145 territoires parce qu'on parlait des infrastructures, on parlait des routes, on parlait des écoles et autres. Est-ce que c'était nécessaire pour Félix Tshisekedi d'initier un autre projet alors qu'il y avait un autre projet sur la table? Non, écoutez, je crois que le président de la République, lors de la campagne, avait fait des promesses à sa population. Le président avait un programme à exécuter, bien entendu, avait une vision qui diffère évidemment de celle de son prédécesseur. Donc, le président, quand il arrive, pratiquement, c'est tous les présidents. Du moment qu'il n'y avait pas eu un début, les 5 chantiers, c'était un slogan, bien entendu. Ah, c'était un slogan. Il n'y avait pas encore un début. Il n'y avait pas début d'exécution de ces projets. Il y a eu quand même des infrastructures. Non, c'était pas dans les cadres. Ah, vous parlez des 5 chantiers. Oui. Effectivement, mais c'est dans la continuité. Quand vous prenez par exemple, quand vous prenez les 100 jours du président, vous comprenez, donc il y a eu infrastructure, il y a eu eau, électricité,
infrastructures hospitalières, etc. Et tout ça, c'est vrai que c'était aussi repris dans les 5 chantiers, mais chaque président qui arrive a sa vision. Il a sa manière de faire avancer les choses. Il a sa politique à lui. Et donc il ne peut pas le 5 chantiers pour non, mais écoutez, sa vision, dès lors qu'il y a des choses qui se ressemblent. Non, est-ce que ça rentrait dans la vision du président? Je dirais non. C'est-à-dire, chaque président, chaque gouvernement qui arrive a une vision, a un programme, a un projet. C'est-à-dire, lorsque vous accédez aux fonctions, vous appliquez votre politique. Si, après avoir passé au peigne fin les 5 chantiers, les présidents avaient estimé que c'était un projet mégalomane, un projet irréaliste, et que ça n'allait pas rencontrer les problèmes des fonds de notre population, ça n'allait pas résoudre le problème des fonds, et que lui doit procéder autrement, comme il va le faire tantôt avec les projets 145 territoires. Je crois que c'est les plus importants. C'est que celui qui viendra aussi après 5 chantiers pourrait des développements, penser à un autre projet. Non, je viens de vous le dire ici. 5 chantiers concernaient plus les grandes villes. Les grandes villes. Alors que les vrais problèmes, les difficultés, les vraies difficultés sont vécues par nos compatriotes qui sont dans des coins reculés du pays. Et il faudra que ces gens-là voient un début ou l'exécution de certains travaux, de certaines réalisations, pour que non seulement qu'ils sortent de cette situation dans laquelle ils vivent depuis très longtemps, qu'ils puissent aussi vivre comme nous qui sommes dans des grandes villes. Ils doivent aussi avoir accès à l'eau, accès à l'électricité, ils doivent accéder aux soins de santé de qualité, ils doivent renvoyer leurs enfants à l'école. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux aussi, ce sont des citoyens comme nous, ils ne sont pas des sous-hommes, et les présidents estiment que le développement doit commencer par la base, et c'est d'ailleurs une très belle vision, parce que aujourd'hui, par exemple, si vous êtes dans un village où il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie là-bas. Partout, même ici à Kinshasa, il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'eau. C'est pas dans toute la ville, oui, dans certains coins, il y a un problème. Justement, c'est-à-dire... Et plusieurs coins d'ailleurs. En effet, mais avec... même en ville, même à Gombe, il y a ce problème. En effet, avec la construction des usines de la régie des eaux, par exemple, je prends Ngalié Maé et Njili Brasserie, c'est pour desservir la population de ces coins-là. Mais en attendant, la population souffre. Bien entendu, mais c'est la situation que nous avons héritée. Quand on est responsable politique, on doit venir avec des solutions. On ne doit pas faire les dorants, c'est dire que voilà, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Il faut apporter la vie là où il n'y en a pas. Le président de la République s'apprête à poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Quelle est l'importance de ce port? Parce que certaines personnes estiment que c'est un gâchis. Non, mais comment c'est un gâchis? Parce que nous n'avons pas un port en eau profonde dans ces pays. Il n'y en a pas. Certains disent que ce n'est pas le moment. Non, mais les moments, c'est quand les moments? Il y a plusieurs priorités. Les gens croient que... bon, chacun pense de sa manière. C'est ça d'ailleurs, dans un État démocratique où nous sommes libres de penser comme nous voulons. Mais c'est le président qui est en train de gérer. C'est lui qui a une politique à mettre à exécution. Lorsqu'il se rend compte que il est d'une importance capitale de construire le port en eau profonde, que nous n'avons pas, je crois que c'est une très bonne chose. Il y aura de paquebots qui vont accoster, etc. Et ça va, tous ces mouvements-là vont apporter, vont faire entrer des devises dans notre pays, et même en termes d'échange de biens, etc. Donc c'est vraiment important, je crois qu'on doit saluer l'initiative. Finalement, on ouvre beaucoup de fronts à la fois. Non, mais justement, un pays a beaucoup de problèmes, a beaucoup de besoins. Tout cela, au-delà du fait que j'ai mangé le matin, j'ai aussi besoin de me vêtir. J'ai besoin aussi de prendre du sucré, par exemple. J'ai besoin d'aller me balader. C'est-à-dire, les besoins sont énormes. Il faudra seulement cibler ceux qui sont prioritaires. Et je crois que le président est dans cette ligne droite. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également lutte contre la corruption à RDC. Madame, Messieurs, nous en parlons dans ce troisième dossier.
Ces assises pendant 2 jours organisées par la CAGE ont consisté avant tout à faire un coup de projecteur sur les conséquences néfastes de la corruption au sein de la communauté congolaise. Mais parce que la corruption gangrène tous les secteurs nationaux. Lorsque tout l'argent est pris, le gouvernement se retrouve avec un petit budget, comme nous l'avons connu il n'y a pas très longtemps, entre 2 milliards et 3 milliards. Ce qui faisait que le gouvernement était toujours incapable d'améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État, des médecins, des enseignants, des policiers et des militaires. La population est en train aujourd'hui de vivre ces conséquences-là par le fait que les conditions de vie des Congolais sont très difficiles. Il n'y a pas de route. Les gens ont des difficultés pour avoir accès à l'eau et à l'électricité. Il y a l'insalubrité qui a gagné toutes nos villes, en commençant par la ville de Kinshasa. Vous voyez dans quelle situation les gens vivent aujourd'hui. C'est dans l'optique de populariser la lutte contre la corruption que les organisations de la société civile, au sein de la synergie de lutte contre la corruption, ont unanimement choisi de traduire cette volonté à travers une déclaration finale. Appuyer et suivre de plus près les processus législatifs en cours portant sur les propositions de loi relatives à la lutte contre la corruption, élaborer des messages devant contrer les expressions telles que Mbote ya Likasu, Madesu ya Bana, Mbote ya roulage, Fungwama, Yebela, Soubassement, couper les lèvres, identifier et exploiter les rapports publiés par les institutions étatiques et non étatiques en vue d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires, tant au niveau national qu'international, contre les auteurs et complices des crimes de corruption. Enquêter sur les allégations de corruption dans des milieux scolaires et académiques. À noter que cet atelier de renforcement des capacités de membres de la SLC, sous l'initiative de la CAGE de Georges Kapiamba, a bénéficié de l'appui de NDI. Lutte contre l'insécurité dans les Nord Kivu. Le gouverneur militaire s'en va en guerre contre ceux qui convoitent les terres congolaises. Nous sommes sur les collines de Niassisi et Ngougo. Les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo, sous la supervision du chef des opérations, le lieutenant Constant Ndima Kongba, ont procédé aux tirs lourds à l'endroit des M23 et leurs alliés du Rwanda qui ont tenté une attaque depuis le 24 janvier 2022 à 23h. Le 34 et 16e régiment de la garde républicaine, mais également les fantassins, réaffirment leur engagement et leur détermination à pouvoir mettre fin définitivement à la guerre dans cette partie du pays afin de redonner à la population sa quiétude. Signalons par ailleurs que lors de cette descente conduite par le gouverneur militaire, la population a reçu l'assurance de ne pas être dépossédée de ses terres malgré la peur qui l'animait. Notons que cette attaque de Rougari dans les territoires de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. Les civils sont appelés à garder le calme et appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Francis Chibalabala, votre réaction à chaud, vous avez suivi la réaction de Akash, notamment qui parle de l'insalubrité dans la capitale de la République démocratique du Congo. Non, il a parlé de l'insalubrité dans toute la République. Mais il est revenu. En commençant par la ville de Kinshasa, je crois qu'il a peut-être fait une mauvaise lecture. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous voulez établir les bilans d'un gestionnaire, il faut toujours faire le parallèle avec son prédécesseur. Logiquement, toutes les Quinoises seront d'accord avec moi que la ville de Kinshasa d'aujourd'hui est plus salubre que celle du temps de l'ancien gouverneur. Parlez de Kimbuta. En effet, il y avait des montagnes d'immondices partout. La ville n'était pas balayée. On ne voyait pas des gens balayer les grandes artères. Il y a quand même une différence. Ça, c'est une initiative de Jean-Pierre Ngobila. Il y a quand même une différence. Ça veut dire que c'est vrai que la ville n'est pas totalement assainie, mais il y a des efforts notables qui sont déployés. Nous voyons
tout le jour des gens en train de balayer le boulevard, de balayer les grandes artères, de balayer des avenues, etc., d'évacuer les immondices, tout ça, alors qu'à l'époque, il y avait des montagnes d'immondices dans tout le coin pratiquement. C'est-à-dire, il y a, vous savez, la salubrité, ça implique de moyens colossaux. C'est peut-être une réalité que les gens ne savent pas. Et qu'est-ce qui se passe? La ville n'a pas de moyens? Au niveau de la ville, nous avons connu beaucoup de problèmes, notamment des difficultés en termes de mobilisation des recettes avec la Covid. Lorsque la ville était confinée, même nous, députés, nous avons payé le prix justement de ces confinements, parce qu'on a enregistré de retard en termes de nos émoluments. Et non seulement ça, les budgets de la ville, en principe, 70% proviennent du gouvernement central, et le gouvernement central n'avait alloué que, je crois, plus ou moins 20%. Sur 70%. Donc, sur 70%. Ça vous met en difficulté d'appliquer votre politique, de veiller, de contrôler. Les contrôles, on les fait, mais lorsque la difficulté provient du budget, parce qu'on n'arrive pas à mobiliser les recettes, je crois que c'est une excuse normale qu'on peut présenter justement aux Quinoises et Quinois. Donc il y a des avancées notables par rapport à notre ville, mais nous ne sommes pas en train de nous en réjouir, parce que il y a dans certains coins, la ville est encore sale, les moyens sont déployés, les véhicules qui balayent le boulevard sont déjà en train d'arriver, donc je crois dans quelques jours, ils seront à Kinshasa, vous verrez que ces véhicules vont commencer à balayer pratiquement les grandes artères, ça sera encore plus propre qu'avant. Vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le dossier Zando, nous vous avions vu à un moment où vous avez parlé de ces dossiers-là, vous avez fait, si je ne me trompe pas, une descente sur place. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Congolais s'inquiètent. Où en êtes-vous avec ce dossier? Voilà, je crois que tous avions suivi le gouverneur de la ville qui a parlait de la construction du marché. Nous sommes parlement, nous ne sommes pas gestionnaires. Les gouverneurs nous présentent un projet. Nous avons trouvé que ces projets-là étaient pour le bonheur des Quinois. Tous savons que l'ancien marché, l'ancien grand marché était très sale. Et une ville comme la nôtre ne peut pas voir ces marchés-là comme marché central. Comme marché central, vous comprenez, il fallait détruire et construire un nouveau marché, un marché moderne. Et un contrat a été signé avec la société qui devait construire, mais les travaux traînent. On a déjà détruit, les travaux traînent. Voilà que notre assemblée avait déjà formulé des recommandations au gouverneur pour qu'il puisse accélérer justement la construction du marché. Et je crois que le gouverneur l'a dit au cours, je crois que je l'ai suivi dans une émission, que bientôt là les travaux vont débuter. On a déjà détruit, on a évacué même tout ce qu'il y avait comme débris, et la construction va commencer. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux Quinois qui vous suivent? J'aimerais dire aux Quinois que l'Assemblée provinciale est vigilante, elle est en train de veiller à l'exécution justement de ces projets qui fera la beauté justement de notre ville. Aujourd'hui, la ville est plus salubre par rapport à du temps du gouverneur passé, mais nous continuons à faire à ce que la ville soit encore plus propre qu'avant et elle puisse se moderniser. Vous comprenez? Donc déjà le gouverneur hier, il a posé la première pierre pour la construction de la route Sekomaf, qui était dans un état délabrement très avancé. C'est-à-dire qu'il y a des routes que nous avons aussi fait inscrire, notamment la route Matankoum à Massina sans fil, la route Bolengue vers l'hôpital Roi-Baudouin, marché des Libertés. Il y a aussi 2 écoles qu'on doit réhabiliter. C'est-à-dire ça, c'est ce que nous avons pu obtenir par rapport au budget 2022. Donc, il y a des réalisations, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et le plus important, c'est d'applaudir, d'encourager, plutôt que de décourager les personnes qui sont en train de travailler. La corruption en République démocratique du Congo, vous le savez, a atteint un niveau très élevé. Mbote Yalikasso, vous l'avez suivi. Mbote à roulage, d'ailleurs, je pense que vous êtes aussi une victime des roulages. Non, moi je ne suis pas victime des roulages. Non, avant d'être vice-président de l'Assemblée, vous les avez quand même rencontrés. Oui, c'est un phénomène que nous décrions tous
depuis un moment, ça a vraiment perduré. Et ça continue, ça a pris de l'ascenseur. Et je crois qu'il faut arrêter ça une fois pour toutes. Le président de la République, dans plusieurs forums, il a dit clairement qu'il est dans une guerre sans merci contre la corruption, contre les détournements. Et je crois que les corrupteurs, depuis sa prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, on a pu déjà mettre la main sur certains de nos compatriotes qui se sont adonnés justement à ces actes de corruption. Je ne suis pas ici pour citer, vous êtes Quinois, vous êtes Congolais, vous êtes journaliste, vous avez suffisamment l'information, des gens qui ont détourné l'argent de l'État, les gens qui se sont fait corrompre pour offrir des services aux corrupteurs, etc. Donc, le président a une volonté très affichée et il a même donné des instructions à l'IGF, bien entendu, qui était un service de la présidence qui était pratiquement, qui règle des comptes à certaines personnes, qui était pratiquement inexistant avant qu'il n'accède à la magistrature suprême. Et maintenant l'IGF est vraiment en train de faire son travail. En dehors de l'IGF, il y a la justice aussi qui est pratiquement en train de traquer tous ces malfrats, etc. Toutes ces personnes qui sont en train de détourner l'argent de l'État. Mais je crois que les bilans dans ces secteurs-là, il est positif. Il est positif, mais le président lui-même n'est pas convaincu. Non, justement, c'est-à-dire quand le président n'est pas le président n'est pas convaincu par rapport à ses attentes. Quand je dis que le bilan est positif, c'est parce qu'il y a des cas que je puis vous citer de corruption, de détournement des deniers publics, et qui sont dont leurs auteurs ont été inquiétés par notre justice, ont été inquiétés par l'IGF. Donc il y a des cas comme ça. C'est vrai que la corruption a atteint son point vraiment culminant et qu'il faut vraiment couper ou casser justement cette manière de faire. Notre justice est là pour ça, l'IGF est là pour ça, et nous aussi, les Congolais, nous sommes là pour ça. Il faut parfois dénoncer des personnes qui sont en train de détourner l'argent de l'État ou des personnes qui se font corrompre pour offrir des services à des personnes qui ne devaient pas, bien entendu, en bénéficier. Donc, Mbote Alukash, etc., ce sont des choses que moi j'ai toujours condamnées. On pensait que ça allait finir 2 ans après l'accession de Félix. C'est vrai, malheureusement, on constate que ça poursuit son bon nombre de chemins, alors que l'ego qui a été donné, du point sur la table qui a été donné par le président et tout, mais je crois que on va éradiquer ces phénomènes dans les jours qui viennent. Lui-même a sermonné un peu la justice en disant que voilà, les résultats attendus n'ont pas atteint justement les seuils de l'acceptable. Essayer encore de mettre les bouchées doubles. Je crois que la justice est là aussi pour ça. Il a demandé à ce que la justice... Il a même demandé, sollicité qu'on puisse recruter d'autres magistrats. Est-ce que ce sera la solution? Parce que la justice aujourd'hui est devenue comme un fonds de commerce. Non, c'est d'abord la première solution parce qu'il y a pénurie de magistrats. L'effectif qu'il y a aujourd'hui, en principe, est tellement réduit que ça ne peut pas permettre à ce que des magistrats, des juges soient dans toute la République. Dans certains coins, les tribunaux ne siègent pas par manque, par défaut de magistrats, etc. Dans certaines provinces, dans certains territoires, etc. Donc ce sont des choses qu'il faut d'abord commencer par corriger et puis donner justement une ligne de conduite à notre justice. Je crois que des résultats vont suivre. Madame, Monsieur, place au 4e dossier de votre magazine Info 7. Bande Konangai, Motoako Sabinote. Est-ce que Congo est Koufa? Après avoir été accueilli avec faste ici à Lissala, dans la province de la Mongala, Martin Fayoulou, accompagné d'une marée humaine, s'est directement rendu au terrain Matata pour la tenue d'un meeting populaire. Devant de nombreux habitants mobilisés pour la circonstance, le président de l'ECD a déploré l'état dans lequel se trouve cette ville. Lissala est la capitale, il y a province, il y a Mongala. Est-ce que Bande Konangai, capitale ya Mboka, et qu'on y a un aéroport, le Kolo Tomoniawa.
nzela babengaka route de desserte agricole ezalité. Nzela ya malamu ezalité. Stade ezalité. Cimetière ezalité. Mais est-ce que hôpital à Malonga ezali elingi koloba ete bandeko na biso bazali na bolingo ya baninga te. Dans sa judiciaire, Martin Fayoulou a également été porteur d'une bonne nouvelle. Les habitants de Lissala vont désormais bénéficier des services de la radio Lamuka FM. Donc on sala makasi pour qu'on yakobongisa mboko oyo. Yango wana bana ya Lissala na yelibino eloko moko. Eloko nini? Ah, bosi boyebi. Ngana kanisa kia surprise. Na yelibino radio. Radio Lamuka FM. Le coordonnateur actuel de la plateforme Lamuka a par ailleurs invité la population de cette partie du pays à bien se préparer pour les élections de 2023. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2021 n'a pas été de tout repos pour nous. Nous étions présents sur deux fronts, celui de l'implantation et celui de la résistance. En ce qui concerne l'implantation du parti, nous étions présents sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Consolider l'implantation et la redynamisation de nos bases. À ce sujet, nous annonçons la tournée de notre leader sur toute l'étendue du territoire national au mois de juin prochain. Le nouvel élan va poursuivre les combats de la résistance ensemble avec nos alliés pour de bonnes élections libres, démocratiques et transparentes dans le respect du délai constitutionnel avec un bureau de la CENI dépolitisé. Le nouvel élan va se mettre à préparer son offre politique qui sera présentée en 2023. Bref, je dirais l'année 2022 sera une année d'action pour le nouvel élan et son leader. Nous serons plus actifs et plus présents sur terrain pour marquer non seulement notre ancrage dans le peuple, mais surtout montrer les combats, l'essence du combat que nous menons pour la libération de notre peuple et de son pays. Vous avez vu, c'est une démonstration des forces de Martin Fayoulou à Lissala. Non, mais démonstration de force, je ne sais pas pourquoi vous parlez en termes de démonstration. Mais il a fait de quand force. même le plein, non? Non, je crois que ces plans-là, nous les faisons aussi. Ah, pourquoi alors que vous avez bien nous vu les que faisons. Moi, comme député, je l'ai fait aussi. Il y a aussi d'autres députés qui font ces plans-là. Non, mais il a commencé quand même à accepter qu'il a fait le plein. Au-delà de ça, il y a aussi des curieux qui viennent suivre parfois des discours, etc. Donc vous aussi, lors de vos marches, il y a des curieux qui viennent suivre le discours. En effet, les curieux viennent aussi. Ok. Voilà. Votre réaction par face à rapport ce au discours, moi j'ai trouvé une contradiction parce que quand Laquelle? il dit que est-ce qu'un Mboke Koufa, Mboke Koufate, en même temps il est en train de dire est-ce que la ville comme Lissala peut avoir un aéroport comme ça? Justement, Koufa, je ne sais pas comment, peut-être il n'arrive pas à cerner la portée du discours du président ou de propos du président. Quand le président dit que Mboke Koufa, ça veut dire tout simplement qu'il est en train d'interpeller les gestionnaires, que notre État est notre pays est dans un état comateux et que nous qui sommes aux affaires aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ces pays puissent renaître, puissent... Ah, c'est ce que Félix avait voulu dire. En effet, c'est ça le message au fait. Mais pourquoi même l'archevêque a dit que c'était des discours? Non, c'est ça le message. Quand il a dit que Toé Ponakoyi Bate, Eloko Yaroyiba ezate. Quand quelqu'un dit que Eloko Yaroyiba ezate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne venez pas avec l'intention de voler parce qu'il n'y a rien à voler. Au lieu de voler, nous devons construire. Nous devons travailler pour sortir notre pays. Donc même l'archevêque n'avait pas bien cerné ce message. C'est-à-dire quand on a une haine contre un individu, parfois on comprend à travers de propos que cet individu tient. C'est leur droit le plus légitime.
mais il devait suivre. Là, et puis on avait coupé le discours du président. Il a commencé par dire que Eloro Yaroi Baizate. On a pris juste Mbok et Koufa. Voilà, Eloro Yaroi était effectivement aéroport à Lissala. M. Fayoulou vient de le dire. Est-ce qu'on peut avoir un aéroport comme celui-là? Même ici à Kinshasa, quand vous allez même en province, excusez-moi, en Afrique ici, Kenya, Éthiopie, etc., ça c'est pas un aéroport. L'aéroport international de Kinshasa, ce n'est pas un aéroport digne d'un pays comme la RDC. Vous comprenez? Ça dit que Mboka Kokufa Yangouana, et vous n'allez pas venir ici voler encore les recettes que génère, l'argent que génère l'aéroport. Vous devez canaliser ça à la construction peut-être d'un autre aéroport plus moderne, qui va faire la fierté de la République. C'est ça en fait le message. Nouvel élan de Adolphe Mouzito continue à réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Non, ils doivent arrêter avec l'hypocrisie. Hein. Ils doivent d'abord militer pour qu'on puisse changer le mot de désignation de membres de la CENI. Parce que lorsque ces membres-là, en dehors du président, qui est issu de la société civile, volaient confession religieuse, les autres viennent des partis politiques. Donc on ne pourra pas, ce sont des politiciens à part entière, madame. Ce sont des politiques. Pourquoi ils sont là? C'est pour veiller aux intérêts de leur formation politique. Donc déjà, à la base, on a politisé la CENI par les recrutements de ces animateurs. On doit commencer par là et non venir dire politisons la CENI. Pendant ces temps, vous avez envoyé un représentant de votre formation politique. Celui-là, c'est votre œil. Il est là pour vous informer de tout ce qui se trame là-bas, de tout ce qui s'est fait. Ce n'est pas être correct avec soi-même et même avec le peuple congolais. Non, mais s'ils n'ont pas envoyé parce qu'ils ont refusé, autant UDPS avait refusé d'envoyer un représentant lors des élections, je crois, de 2006, parce que nous avions estimé que on devait procéder d'abord au recensement avant d'aller en l'enrôlement. On doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous comprenez? Il n'y avait pas de représentants là-bas. Donc, c'est pas pour autant les pays s'étaient arrêtés. Il y a eu élection, il y a eu un président qui en était sorti, et puis la vie a continué. Est-ce que nous aurons des élections en République démocratique du Congo en 2023, dès lors que les dernières informations de la Commission électorale nationale indépendante n'avaient toujours pas reçu de moyens? Je crois que la Commission nationale indépendante, c'est maintenant qu'on vient d'avoir des animateurs. On a passé les temps inutilement à discuter sur les sexes des anges, tout simplement. Voilà tel individu rejeté par telle confession religieuse, par telle formation politique. On a passé du temps à désigner justement le président pour les candidats de confession religieuse. Et déjà, nous avons enregistré un retard. Et la commission, aujourd'hui, je crois, a fait une déclaration par son président en disant que le moyen font défaut pour et puis c'est pas possible qu'on ait des élections 2023, mais c'est l'organe technique qui va bien entendu faire des observations à l'exécutif qui va mobiliser de moyens. Si l'organe technique trouve que par rapport au retard que nous avons accumulé, même si les moyens sont disponibles maintenant, on ne saura pas organiser les élections 2023. Je crois que non, moi je ne peux pas interférer en tant que politique. Mais il faut aussi voir la volonté du président. Le président l'a dit lorsqu'il s'est adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement, en disant qu'il y aura élection en 2023. Est-ce pas seulement un discours pour rassurer les peuples congolais, alors que dans le fond, le gouvernement n'alloue pas des moyens? Non, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. La date de la tenue des élections présidentielles sont constitutionnelles. 2023. 2023, déjà, il n'y a pas de moyens. Le président l'a dit, moi je m'en tiens aux propos du président. Nous irons aux élections sans recensement? Je m'en tiens aux propos du président. Merci madame, messieurs, prenons à présent ce dernier dossier et on se retrouve juste après pour parler de ces dossiers Kabound. M. Jean-Marc Kabound a intimé l'ordre à Sadat de rapprocher de ses asiles
de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Cet énième acte de violence de M. Jean-Marc Kabounda Kabound a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. Dans les chefs de M. Jean-Marc Kabounda Kabound, l'on peut se demander s'il a conscience de la dignité de ses hautes fonctions, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein du parti. S'il sait qu'attenter à la personne de la garde républicaine, c'est attenter à la personne du président de la République. Il n'en était pas à son premier acte d'agression contre la même garde républicaine, si l'on se réfère à la vidéo qui retraçait la séquence de son agression commise au portail de la résidence du chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Ces actes malveillants envers les chefs de l'État sont certainement prémédités. Compte tenu de ce qui précède, nous trouvons en lui un véritable délinquant politique et un récidiviste avéré et non un homme d'État. Et encore moins un haut cadre du parti qui prône les valeurs comme l'UDPS et Tshisekedi. Ce comportement gêne l'article 2 du Code d'éthique des membres du parti, l'article 10, alinéa 5 et l'article 65, alinéa 3 et 5 des statuts du parti. Constatant son refus de comparaître, la Commission nationale de discipline a examiné et pris en délibéré les faits lui reprochés si haut, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline rend les sentences suivantes. Première sentence, la déchéance de M. Jean-Marc Kabounda Kabound de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi. Alinéa 5, 65 alinéa 10 et 11, 66 alinéa 4 des statuts du parti. Deuxième sentence. L'exclusion de M. Jean-Marc Kabounda Kabound du parti UDPS Tshisekedi conformément à l'article 8 alinéa 4 des statuts du parti. Par voie de conséquence, conformément à l'article 5, alinéa 2 et 3 des statuts du parti et à l'article 7 du règlement intérieur du parti, M. Jean-Marc Kabounda Kabound, exclu du parti, ne peut plus se prévaloir de la qualité de membre du parti et il est frappé de l'interdiction d'engager le parti, d'écrire ou de parler en son nom. C'est à Kinshasa le 21 janvier 2022 pour la Commission nationale de discipline. Le vice-président Dieudonné Néli-Malouya, le secrétaire rapporteur Emmanuel Moulimbagalo, je mène à votre serviteur. Je vous remercie beaucoup. Une fois de plus, la rue a répondu avec succès à l'appel du désormais Likofi Achangou. Francis Chibalabala, c'est lui qui a réussi à bourrer le boulevard Lumumba des combattants depuis le quartier 1 de Sachangou jusqu'au siège du parti présidentiel via l'échangeur délimité où les sympathisants des autres leaders de l'UDPS ont fait jonction avec son importante base. C'est enfin clair, la majorité des combattants a souhaité célébrer ce jour le départ de Jean-Marc Kabounda Kabound de la présidence du parti. Il y a eu des messages de désaveu de la part de pratiquement toutes les structures du parti et nous sommes venus tout simplement pour dire à nos combattantes et combattants que nous avons déjà réussi à le faire partir et notre présence est là juste pour consacrer justement ce départ de l'exécutif de notre parti et laisser la place aux personnes qui sont éprises de l'amour de notre parti, qui vont travailler pour l'intérêt de notre parti, qui vont travailler pour l'intérêt du président de la République. Message qui sera relayé en langue vernaculaire à la base depuis le quartier général du parti surnommé Temple de la démocratie. Kabounda
député ebele mpona toto ebele esengeli organisation ezala ya malamu bongo te biso nyonso tosala boye kabundu bayo. Il faut noter que c'est le message de démission de Jean-Marc Kabound via son compte Twitter après expédition punitive lui infligée par la garde républicaine qui est à la base de l'avalanche des 2 aveux à son endroit exprimés par toutes les structures du parti de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc amis téléspectateurs, Kalamine était RDC Zoromabo. Donc la station peut être très, il y a modèle. Donc on a dit que parking, il y a gare à train. Et ceci sera construit dans toute la RDC. Il y a un grand projet qui sera lancé dans peu de temps. C'est-à-dire la RDC, on a une station de train, c'est-à-dire 10 000 km de train, Kasumalesa, Kasai, Kindu, Chikapa, partout, partout, très ici, donc, amis téléspectateurs, Fatih Béton a agi. Maintenant, il nous appartient à nous aussi, la population, d'agir. Parce que nous avons dit mais ça les voya et on m'a des recommandations. C'est maintenant à nous de nous lever pour que Misala Oyo eye to sala yango et permettre biso to sala nini de se développer. Béton. Francis Chibalabala, pourquoi avoir beaucoup dépensé pour réunir le combattant et marcher jusqu'au siège de votre parti, l'UDPS, au lieu d'attendre la décision de la CDP qui est tombée d'ailleurs le week-end? Beaucoup dépensé. Oui. Dépensé, je ne comprends pas. Mais vous avez mobilisé tous ces combattants-là, vous n'allez pas me dire qu'ils sont venus comme ça? Des combattants... Nous connaissons comment ça s'est passé. Nous les mobilisons sans moyens. Ils viennent parce que c'est pour la bonne cause. C'est ça l'âme de pêche au fait. C'est ça l'âme de notre parti politique. Ils sont venus pour exprimer leur désapprobation, leur ras-le-bol par rapport à la politique de M. Kabound. C'était le moment pour eux d'investir les rues pour renvoyer un message, renvoyer un signal fort à l'autorité des références de notre parti et à toutes les structures du parti qui avait déjà désavoué M. Kabound, que la rue, que les jeunes du parti, que les combattantes et combattants ne sont pas d'accord avec sa politique, avec son comportement, et voilà que nous avions manifesté pour que notre voix soit entendue. C'est ce qui a été fait. La décision de la Convention démocratique et les résultats, bien entendu, de différentes manifestations de masse qui ont été organisées par les leaders du parti, dont notamment l'honorable Francis Chibalabala. Est-ce pas un acharnement à l'endroit de Kabound? Il ne s'agit pas d'un acharnement. Vous savez, nous n'avons que l'UDPS comme parti politique. Vous comprenez? Comme parti politique. Nous, je parle de nous qui sommes de l'UDPS. Et il est certes vrai que Kabound est de l'UDPS, mais il n'a pas démontré la volonté de travailler pour l'intérêt de l'UDPS. Madame, ça fait 3 ans, depuis qu'il a pris les rênes du parti, les combattantes et combattants n'ont pas de cartes, s'il vous plaît. Pendant que les associations ont de cartes, mais l'UDPS... Les partis au pouvoir n'ont pas de cartes. Les partis au pouvoir n'ont pas de cartes. Nous avons, je prends seulement 4 fédérations de la ville de Kinshasa. Ces fédérations n'ont pas des parcelles propres à elles. Pendant ces temps, il y a des cadres du parti qui construisent des terrains de foot, qui construisent de marchés, qui construisent de bâtiments scolaires, etc. Mais l'UDPS, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, n'a pas de siège propre. Je prends seulement les 4 fédérations. Je ne pars pas en province. Des sections, etc., des cellules. Ça tiennent leurs réunions dans des parcelles de gens. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui, nous cotisons. Nous cotisons justement, cet argent devait... Cet argent? Non, on ne sait pas. Je crois qu'il y aura un audit par rapport à tout ce que le parti a encaissé et voir comment est-ce que l'argent a été géré. Vous comprenez? C'est-à-dire, au-delà de ça, M. Kabound était là pour combattre des gens qui travaillent pour l'intérêt du parti. Combattre les gens qui travaillent pour l'intérêt du parti? Je parle de moi par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous?
toutes les actions que j'ai menées à l'UDPS Tchango, mes activités personnelles, des actions au profit du parti, ils voyaient cela d'un très mauvais œil. Au point même d'envoyer ces lieutenants. Si vous entrez sur leur page Facebook, ils ne faisaient que m'insulter en longueur de journée. Et pourquoi si vos actions contribuent non, il avait une mission de liquider l'UDPS. Il a placé, en effet, il a placé des gens. Madame, je suis sérieux. Ce que je suis en train de dire ici, je suis sérieux et j'assume. Vous m'avez vu au front pour exiger son départ parce que j'avais estimé que il est en train de travailler contre l'UDPS. Et ces gens nous ont insultés. Tous ceux qui travaillent pour l'UDPS sont très mal vus et ils sont insultés par ses lieutenants, par ses collaborateurs, etc. Une manière de nous décourager à abandonner, madame. Est-ce que, autrement, vous êtes en train de nous dire que c'est que nous avons entendu sur la toile, notamment les affirmations de Maïsou Tchibaou, qui disait que Kabound était dans un plan avec les Chinois contre le président de la République, est vrai? Bon, je ne sais pas affirmer de choses pour lesquelles je n'ai pas de preuves. Je suis juriste, je suis un homme d'État, je ne veux pas lui imputer des faits. Mais je suis en train de dire des choses authentiques. Il a même instruit à ces présidents fédéraux là. Avez-vous déjà vu un élu de PES pour aller s'entretenir avec les membres du parti dans une cellule, dans une section? Il faut l'autorisation du président Kabound. Et il doit savoir, il doit être informé du discours que vous tiendrez dans cette cellule-là. C'est-à-dire, ils ont muselé... non? Ils nous ont... Non, pas du tout. Ça n'a jamais existé. Caporaliser les combattants, etc., comme si nous étions dans une armée, vous empêchez de poser des actions au profit des combattants. Je prends l'option d'offrir de baffles aux parlementaires debout, etc. Vous savez qu'il a envoyé ses lieutenants pour s'attaquer à moi, dire que voilà, c'est l'argent que j'ai reçu de la corruption, etc. Je ne suis pas digne de remettre de baffes. Pendant que, depuis que nous avons accédé au pouvoir, ces combattants-là n'avaient pas de sonorisation pour leur permettre de travailler. J'ai remis des chaises aux cellules, aux sections. Il n'a jamais été content. Il a même rompu les contacts avec tous ceux qui travaillent pour l'intérêt du parti. Des problèmes, des conflits, etc. On ne pouvait pas continuer comme ça. À 2 ans ou à 1 année et demie des élections, il faudra qu'il y ait un leadership rassembleur. Un leadership qui va mouiller le maillot pour travailler pour l'intérêt du parti, pour refaire justement, pas refaire, pour rattraper ces retards que nous avons accumulés, de sorte qu'en 2023, non seulement nous puissions aligner des candidats, 500 députés nationaux, 500 candidats, et pas plus de 500 bien entendu, mais aussi nous puissions implanter le parti sur toute c'est maintenant que vous voulez vous réveiller? Non, mais écoutez, madame, nous avons connu des élections qui n'ont pas été un succès pour nous, UDPS, en termes de députés, par exemple. La ville de Kinshasa, nous n'avions obtenu que 12 sur 48, et au niveau national, ils ne sont qu'à 32 sur 500. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment une débâcle. Sur 532. C'est vraiment une débâcle. Ça ne représente nous sommes un grand parti politique. La fille aînée de l'opposition. Nous étions la fille aînée de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons nous inspirer justement de la débâcle des élections passées pour jeter des bases qui puissent nous permettre à ratisser large, à faire mieux qu'en 2018. Malheureusement pour nous, nous nous sommes enlisés dans des conflits, dans des querelles de palais, dans des attaques, etc., de conflits. Pourtant, il avait reçu la mission de réconcilier, de rabibocher toutes les tendances du parti. C'est une mission échouée. Et malheureusement pour l'UDPS, il n'a jamais posé les jalons justement pour mettre à exécution cette mission-là. Et le mieux à faire pour lui, c'était de renforcer encore la désunion au sein des combattants et des combattants. Je crois que c'en était trop et il fallait finir avec lui. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir une fois de plus. Prouvez-nous que ce qui est arrivé à Kabound, Jean-Marc Kabound, n'est pas un règlement de compte parce qu'on ne comprend pas. La CDP hier n'était pas considérée par la hiérarchie du parti. Non, la CDP était négligée, on parlait... La CDP existe, oui, c'est statutaire. Mais est-ce qu'elle était considérée? M. Kabound, il s'est illustré
pratiquement à un tout-puissant. Il a écrasé pratiquement les structures du parti pour qu'il règne seul. Pendant ces temps, la CDP existait. Il ne s'agit pas d'un règlement des comptes. Les griefs retenus contre M. Kaboun, ce sont des faits réels. Vous êtes président d'un parti politique comme UDPS, d'un parti au pouvoir. Vous devez avoir un comportement digne et irréprochable. Vous ne devez pas vous comporter à un gangster. Vous ne devez pas vous comporter à un délinquant. Vous comprenez? Il y a quand même une attitude. Non, il était tout vous ça. savez, notre comportement, nous qui sommes au pouvoir, ne doit pas gêner, ne doit pas pousser les gens à haïr le président. Par contre, ça doit rapprocher les gens vers le président. Ça doit faire en sorte que nous puissions ramener les gens autour du président pour l'aider non seulement à réussir son mandat, mais aussi à lui accorder les suffrages en 2023. Mais si notre comportement, certains compatriotes s'opposent au président de la République, je crois que nous sommes en train de travailler et contre le président et contre l'UDPS. 3 ans, Félix Tshisekedi, quel bilan selon vous? Je l'ai dit au début de votre émission. Les Quinois pour moi, les bilans, un bilan mitigeux. Non, pour moi, les bilans est mi-figue, mi-raisin. Le président l'a reconnu lui-même. Et les plus importants, il y a des réalisations qui rentrent dans les crédits du président. Je parlais de la gratuité de l'enseignement. J'ai parlé justement de la prise en charge de médecins par rapport à la prime des risques, plus de 2000 médecins. J'ai parlé de la construction des infrastructures écolières, hospitalières, etc. Je parlais de la réfection de l'université de Kinshasa, de l'hôpital Sendoué. J'ai parlé... Vous êtes quand même d'accord que Félix Tshisekedi a fait un bon casting? Je parlais de la détermination à venir à bout à la rébellion qui sévit à l'est du pays. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des villes qui étaient sous le contrôle. Bon casting. Non, je souhaite pas aborder les choses de cette manière-là. C'est vrai qu'il a des collaborateurs qui l'aident à offrir un bon travail, mais il y en a aussi qui sont des brebis galeuses. Ça existe partout, même à l'église. Il y a des collaborateurs du pasteur qui sont excellents. Il y en a qui viennent, au lieu d'aider les leaders à avancer, ils viennent par contre les tirer vers le bas. Ça existe toujours. Et si les présidents, qui est les maîtres à bord, trouvent que réellement leur prestation n'a pas atteint les seuils souhaités par lui, il va se décider souverainement, vous comprenez? Donc, le président a un bilan et il est en train de travailler, il continue à travailler avec le projet 145 territoires. Je crois que à la fin de son mandat, à la fin de son mandat, des sociales, il y a aussi l'enseignement, il y a aussi les soins de santé, il y a aussi la desserte en eau, en électricité, il y a aussi la sécurité, ça fait partie du social. Les sociales, ce n'est pas seulement le panier de la ménagère. Maître Francis Chibalabala, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez oublié de dire un mot à la population congolaise qui est en train de vous suivre maintenant? Bon, je dirais à mes électeurs de Massina d'être confiants, de continuer à me soutenir. Les projets que j'ai pu faire retenir parmi les réalisations de la ville au budget 2022, je serai moi-même derrière pour suivre ça, l'avenue Matankumu, l'avenue Bolengue, la réhabilitation de l'école ISCOM et de l'école Ndingambote, je serai derrière pour veiller à ce que ces travaux débutent et que ces ouvrages soient rendus à notre population, et ça sera pour son bonheur bien entendu. Je parle de la population de Massina. Pour les combattantes et combattants, je leur dis que c'est pour nous une délivrance, le départ de M. Kabound et de l'UDPS, et par ricochet ou par extension de la tête de l'exécutif du parti, c'est vraiment une délivrance, et maintenant nous devons nous mettre au travail pour rattraper les retards que nous avons encaissés, que nous avons accumulés, et voir comment réorganiser notre parti et jeter les bases pour les élections de 2023. Merci beaucoup, maître. Je rappelle, madame, messieurs, que notre invité est vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais également cadre du parti au pouvoir UDPS, comme aime bien l'appeler sa base Likofi Tchangou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous, madame, messieurs, de votre fidélité. Merci surtout parce que vous ne cessez de nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Merci
je l'ai toujours dit, Info 7, une émission de Congo Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de rester fidèle et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.